Denis Rinpoché, bonsoir et merci de nous accorder cet entretien. Le colloque qui vient de s'achever s'intitule Humanisme et Mindfulness, une éducation pour le XXIe siècle. Aujourd'hui, pour vous, quelles sont les caractéristiques de l'humanisme fondamental ? Depuis une trentaine d'années, nous avons ici, en Avalon, organisé beaucoup de rencontres intertraditions, transdisciplinaires, interdisciplinaires, pluridisciplinaires. Les trois dernières sur l'écologie, l'économie et aujourd'hui sur humanisme, mindfulness et éducation. Il y a une continuité. Les problèmes écologiques sont des problèmes économiques et les problèmes écologiques et économiques sont finalement des questions ou des problèmes, disons, personnels. Nous avons, durant le colloque, plusieurs fois cité le célèbre adage de Gandhi: sois l'exemple de ce que tu voudrais voir advenir. Transformation du monde, transformation de soi. C'est en se transformant soi que l'on peut vraiment, finalement et profondément transformer le monde. C'est là un point qui me semble vraiment très important. On a parlé de l'échec des idéologies politiques, religieuses, des idéologies, des croyances. Les concepts, les systèmes conceptuels sont toujours des impasses, finalement. Et l'humanisme, tel que nous l'entendons, parce qu'il y a effectivement une difficulté dans l'utilisation de ce terme qui peut être mal compris, l'humanisme est ce qui œuvre pour ce qu'il y a d'essentiel en l'homme, pour promouvoir, pour développer, pour réaliser ce que nous sommes dans notre nature, dans notre fond, dans le fond du fond de ce que nous sommes. Il y a un humanisme d'Occident, il y a un humanisme d'Orient qui ont convergé. Nous avions l'un des plus grands humanismes d'Occident, Edgar Morin, notre doyen à tous, et qui est un exemple vivant d'humanisme, d'un humanisme incarné, d'un humanisme de cœur, d'un humanisme vécu, qui illustre toute sa vie. L'humanisme d'Orient nous vient de l'exemple du Bouddha. Et l'Orient a maintenu vivante une tradition d'humanisme opératif, transformatif, si l'on peut dire. L'humanisme occidental a eu tendance à devenir très spéculatif,
L'humanisme d'Orient propose une transformation de soi, une transformation de ce que l'on est pour réaliser sa personne authentique, pour réaliser son fond, le fond du fond de ce que nous sommes, au-delà et avant le moi, le petit moi, l'ego et la conscience individuelle. Et cet humanisme d'Orient, qui a différentes formes, mais que la tradition du Bouddha, que l'enseignement du Bouddha synthétise, propose une méthode qui est la compréhension de la relativité des concepts et l'entrée par des exercices que l'on peut dire spirituels ou peut-être mieux par des exercices d'expérience, par une méthode expérimentale, la découverte de l'expérience de l'instant présent. Une expérience sensorielle, première, avant les concepts, avant les formes, les noms et toutes les représentations du mental conceptuel. Une expérience sensorielle, une expérience sensitive, une expérience sensuelle. Cette expérience que certains ont chantée comme étant poétique, que d'autres disent comme étant enchantement du monde, d'autres l'appellent comme une expérience érotique, une expérience cognitive de sensualité, de sensitivité érotique. Le terme n'est pas gênant, surtout dans le contexte d'une vision cognitive des tantras. La crise dont nous avons beaucoup parlé est multiforme, mais j'ai perçu un consensus profond et subtil pour indiquer l'origine de la crise dans ce que l'on pourrait nommer une crise cognitive, une crise de l'expérience, dans laquelle nous nous sommes exilés dans un monde mental, rien que mental, et que mental, dans une bulle mentale qui nous a coupés de nos origines, qui nous a coupés de la nature, qui nous a coupés de notre nature. Et cette dérive d'hypermentalisation est aussi une dérive d'hyper-égoïsme. Mental et égo sont étroitement reliés. Et quel est le chemin justement pour redécouvrir cette nature, sa nature? Ces mental et égo sont étroitement reliés.
Et c'est là qu'interviennent les pratiques que l'on dit aujourd'hui de mindfulness, de pleine conscience, pleine présence, qui consiste à vivre l'instant présent à 100%. Être en l'instant présent complètement. 100%. 100%, c'est-à-dire sans idée, sans mental, sans jugement, sans conception, sans préconception. L'apprentissage d'une expérience sensitive, première, libre de l'interprétation du mental, avec un minimum de projection, dans un retrait des projections, dans un moins de projection. Donc la voie de la pleine présence est d'apprendre, de réapprendre, de redécouvrir, de reconnaître la possibilité de cette expérience sensitive, directe, qui vit la nature au-delà ou au travers du voile des projections. Il ne s'agit pas du tout de nier le mental ou de vouloir l'évacuer ou le rejeter, mais de ne pas être illusionné par celui-ci et de garder le contact sensitif avec l'expérience sensorielle première. La voie est une voie d'incorporation. Il s'agit d'apprendre à faire corps avec l'instant présent, alors que le mental nous en exile, nous emmenant constamment dans le passé, le ressassant, ou dans l'avenir, l'anticipant. Donc, le retour d'apprendre à revenir à l'instant présent, à incorporer l'instant présent, à faire corps avec l'instant présent, c'est la pratique de la pleine présence. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas un problème de langage quand on parle de pleine conscience par rapport à pleine présence? Pleine conscience, on est pleinement conscient, on n'est pas... Alors que pleine présence, on est pleinement présent. Est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie entre les deux termes? Il y a un problème de langage, un problème de traduction. Là, il est spécifiquement francophone si l'on parle de pleine conscience et de pleine présence. En anglais, on utilise mindfulness. Le sanskrit est smriti, le tibétain est Genpa. Et ce dont il s'agit dans le sanskrit ou le tibétain ou l'expérience originelle est déjà complexe. Il s'agit d'une présence d'esprit, d'être présent à ce qui se vit et d'être vigilant, attentif à ce que l'on vit, ce que l'on fait, et plus profondément, d'être simplement présent, dans la présence, dans une présence complète, dans une présence en laquelle on fait corps avec l'instant. La traduction de mindfulness par pleine conscience est venue très fort de Thich Nhat Hanh, qui est un grand ami que j'apprécie et honore profondément. Dans
interbeing order, l'ordre de l'interêtre. Il a remplacé la tripartition Shila, Samadhi, Prajna classique, qui est discipline, expérience profonde, compréhension, par Smriti, Samadhi, Prajna. À Shila, il a remplacé Shila, discipline, par Smriti, qui l'utilise comme pleine conscience, mais la conscience que l'on a de ce que l'on fait, c'est-à-dire la discipline comme étant cette forme d'auto-observation ou de vigilance qui nous permet d'être critiques dans nos faits et gestes et nos actions et d'avoir par là même une bonne discipline. Donc, il a ramené Smriti au niveau de la vigilance et de l'attention à ses faits et gestes. Mais bon, c'est devenu en français maintenant un lieu commun, pleine conscience. Mais si l'on voulait être précis et fidèle à la tradition et à sa logique expérientielle, il faudrait distinguer pleine conscience, pleine présence et pleine intelligence. La pleine conscience étant la conscience de soi avec la responsabilité que l'on a de ses faits et gestes qui gouverne une discipline de non-violence et de compassion. La pleine présence qui est l'entraînement à l'expérience de l'instant, 100% présent. Et la pleine intelligence qui se vit dans la pleine présence et qui est l'intelligence réflexive qui, sur un mode non conceptuel, se comprend elle-même. Cette pleine intelligence ou intelligence réflexive est aussi la connaissance de la connaissance ou la façon dont on connaît et en même temps la connaissance la plus profonde qui est une intelligence immédiate, directe et non duelle. Alors, la mindfulness aujourd'hui est à la mode. Le danger des modes, c'est qu'elle passe. En quoi l'Open Mindfulness Compassion, de par son ancrage dans une tradition millénaire, transcende cette mode? Des enseignements millénaires et multimillénaires ont traversé naturellement beaucoup de modes, de modalités, de situations. Pourquoi ? Parce qu'ils correspondent à une réalité essentielle, à une réalité fondamentale. L'expérience humaine fondamentale, la sensation première, préconceptuelle, est une expérience naturelle qui est là depuis l'origine de l'humanité. Elle a été au fil de notre évolution de plus en plus occultée par un mental qui s'est complexifié de plus en plus. Mais cette expérience simple et directe a toujours été et sera toujours. Et la pratique qui conduit dans l'apprentissage de l'entrée et du retour à la sensation première sans être pris par les conditionnements et les illusions du mental. Cela fut toujours, c'était il y a 2500 ans, c'est encore aujourd'hui et ce sera toujours demain.
Mais en plus, il y a un enseignement éthique. Alors, est-ce que la mindfulness, sans un enseignement éthique, ne présente pas un danger? Mindfulness et la pleine présence est un état d'être qui a trois qualités essentielles qui sont la clarté, une attention claire et vive, une ouverture dégagée, une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur, et dans celle-ci aussi une participation, une empathie, un état de communion. Lorsque l'on est ouvert, il y a une rencontre, réceptivité, une disponibilité, une empathie. L'empathie est le fondement de l'éthique. L'empathie est le fondement de ce que l'on peut nommer l'éthique universelle, qui s'exprime dans la règle d'or, ne fait pas à l'autre la violence dont il voudrait être victime. Ce qui se vit naturellement si l'on est avec l'autre dans un état d'empathie. Donc, il y a dans la pleine présence vraie et profonde une dimension éthique, une dimension éthique naturelle et universelle. Mais on peut utiliser aussi la pleine présence, la mindfulness, pour entraîner des soldats à mieux tirer, mieux tuer. Et là, comment expliquez-vous cette dérive? Il n'y a pas de compassion là. Il y a une mindfulness qui peut être utilisée effectivement pour être plus efficace en quoi que ce soit. C'est peut-être plus efficace au travail, plus efficace à la bourse, les traders, plus efficace à la guerre. Mais c'est une mindfulness superficielle ou incomplète qui les trois niveaux que nous avons mentionnés, ou les trois dimensions que nous avons mentionnées, sont trois niveaux. Il y a l'attention, et il est clair que si l'on est attentif et vigilant, l'on va être pertinent et efficace. Il est clair que s'il y a l'ouverture, la deuxième dimension, cette attention trouve une application large et globale. Donc là, il y a une optimisation de nos ressources et de nos potentialités. Mais profondément, la troisième dimension, qui est la plus profonde, est dans l'empathie. Empathie et non-dualité sont des synonymes. Et dans la non-dualité, il y a naturellement une participation à la réalité de l'autre, et cette non-violence et cette compassion, l'empathie est bienveillante, compatissante, et à cette douceur, cette non-violence qui est une intelligence du cœur qui respecte l'autre comme soi-même. Donc, si l'on utilise la mindfulness dans des niveaux superficiels et extérieurs pour une simple efficacité ou efficience, c'est la preuve de son efficacité et de sa validité, mais c'est un niveau très superficiel et il y a un danger. Donc, il est important d'aller jusqu'au fond de la pratique qui a cette dimension d'empathie et qui est profondément éthique. Bien, le colloque auquel nous venons d'assister s'est déroulé en Avalon, dans un lieu magnifique que vous avez créé depuis 30 ans. Comment c'est un lieu propice à la mindfulness, propice à la pratique.
Comment voyez-vous l'avenir de ce site et en quoi peut-il apporter beaucoup aux pratiquants de mindfulness? Aujourd'hui, nous assistons à une émergence, on dit certaines fois, de la société civile, de la responsabilité citoyenne, du pouvoir ou de la force du peuple. Et cela se manifeste aujourd'hui dans des initiatives diverses et éparses. Edgar Morin, comme Pierre Rabhi, en ont parlé comme des oasis. Il y a des lieux de présence, de solidarité, d'éveil, au milieu de ce qui est peut-être un désert, mais on assiste à un maillage, un tissage de ces oasis en réseau, et ces oasis sont des lieux de catalyse, en quelque sorte, de rencontre et d'enclenchement de réactions chimiques, alchimiques, qui peuvent être des réactions en chaîne, et il y a un rôle catalytique. Dans l'oasis d'Avalon est une de ces oasis. J'en suis très heureux. Et je pense que son rôle peut continuer dans cette fonction d'oasis dans un réseau avec ce rôle inspirateur, catalytique. Il n'y a pas de... L'avenir est ouvert, mais toutes les graines qui ont été semées et les synergies qui sont apparues lors de cette rencontre laissent à penser qu'il y aura beaucoup d'avenir, beaucoup de graines ont été plantées et nous sommes aujourd'hui des jardiniers attentifs et mindful, pleinement présents pour cultiver l'émergence d'une nouvelle culture, la culture du XXIe siècle. Une dernière question. Vous avez parlé de réseau. Donc là, durant ce colloque, on a vu énormément d'éminentes personnes, que ce soit des neuroscientifiques, des éducateurs, des enseignants de la mindfulness aussi, pour les enfants, etc. Des sociologues, des philosophes, des humanistes, tous ces gens-là ont quelque chose à faire ensemble. Et ce qu'on appelle un réseau. Ce réseau, vous les tissez depuis bien longtemps. Et comment comptez-vous, espérez-vous, les faire fructifier dans l'avenir et que ce ne soit pas lettre morte? Je n'ai pas de plan, je n'ai pas de stratégie, je n'ai pas d'intention. Simplement, si l'on offre un espace ouvert, un espace de rencontre, des personnes qui ont une motivation, si l'on donne néanmoins un thème ou un germe avec l'ouverture, qui se ressemblent, s'assemblent, et l'on voit ainsi des phénomènes d'attraction, et dans une attraction avec un attracteur, des phénomènes d'émergence, avec des propriétés émergentes qui naissent
de telles rencontres. Donc, ce qui me semble important est de laisser ainsi cette oasis comme un lieu ouvert, un lieu rimé. Rimé signifie ouvert. Et on verra ce qui, selon les circonstances, et avec toutes les graines déjà plantées, émerge. Donc vous comptez bien sur ce rôle de catalyseur. De catalyse dans un réseau, catalyse des cœurs, catalyse des consciences, catalyse des motivations. Et c'est ce qui peut provoquer des réactions en chaîne qui fassent la différence. Mais en commençant par soi et dans une catalyse d'un réseau de soi qui se transforme et qui permettent par là même d'advenir ce que tous ces soi, ce à quoi tous ces soi aspirent. En 2 mots pour conclure, quel est votre ressenti à l'issue de ce colloque? Quel est votre sentiment? Une joie, un bonheur de voir qu'il y a, que l'on n'est pas seul, qu'il y a une convergence d'esprit, une convergence de cœur et une inspiration qui naît. Donc, c'est un espoir. Donc, une joie, un bonheur et un espoir. Merci beaucoup.